Hubert, tu fais quoi? Bah, je cherche un mot, mais je galère un peu avec ce tirage-là. Hubert, je crois pas qu'on est là pour ça, hein. Mince. Alors, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Antoine Caron, je suis développeur web chez Scaleway et je vous présente Hubert Sablenière, également développeur web chez Clever Cloud. Je fais aussi du Scrabble. Ouais. Aujourd'hui, on aimerait vous parler de compression et dans un domaine qui nous plaît tout particulièrement, c'est le web. En fait, il y a un truc qui nous fascine tous les deux, Antoine et moi, chacun ses passions, c'est qu'à l'instant où on vous parle, en fait, il y a des millions de serveurs dans le monde qui seront en train de compresser des requêtes des réponses HTTP, et il y a des milliards de navigateurs qui sont en train de les décompresser. Et ça, nous, ça nous fascine. Et du coup, on a essayé de regarder un peu ce qui se cache sous le capot, et on a voulu en fait vous partager tout ça avec quelques rappels et quelques bonnes pratiques. Alors, on va commencer tout de suite par des petites clarifications lexicales. Quand on parle de compression, le monde se divise en deux catégories. La compression avec perte de données et sans perte de données. Alors, en général, on associe la compression avec perte de données à des formats audio ou audiovisuels comme le MP3, le MPEG, etc. Mais en fait, sur le web, on retrouve aussi de la compression avec perte de données sur des formats comme JavaScript, CSS, HTML. Et dans ces cas-là, on parle de minification. Alors, on va prendre un exemple JavaScript avec un fichier de mathématiques, une addition, tout ce qu'il y a de plus classique, et puis une petite factorielle des familles en récursif, s'il vous plaît. Donc pour l'instant, le fichier, il fait 228 octets. Le minifieur JavaScript, lui, il connaît la syntaxe du langage et il va analyser le code et il va se dire « Ouh là là, mais les points-virgules, les accolades, etc., les commentaires, tout ça, ça sert à rien, ça dégage 203 octets. » Après, il se dit « Ouh là là, le if return si, if si return ça, etc., je peux mettre un ternaire à la place, paf, 197 octets. » Puis après, bon, les variables un peu longues, là, en prod, on n'a pas besoin de ça, ça va fonctionner pareil. Bim, 135 octets. Et puis évidemment, il va supprimer les sauts de ligne, les espaces, tout ce qui sert à rien, pour arriver au résultat le plus petit possible, sans changer le fonctionnement du code. Et ça, finalement, c'est qu'un exemple de ce qu'est capable de faire un minifieur JavaScript moderne. Une fois qu'on a atteint un peu les limites de ce qu'est capable de faire la minification, on va faire de la compression, au sens de la compression sans perte de données. Mais bon, on dit compression et tout le monde se comprend. Le compresseur, il ne connaît pas la syntaxe. Donc lui, il voit juste il voit du binaire. Alors, nous, quand on voit du binaire, on le voit le code, on voit les exports, les functions, les returns, on sait à peu près où ils sont. Le compresseur, lui, il s'en fout. Il voit rien, il voit juste des blocs, il voit 98 octets et il applique ses algos et il essaie de produire le résultat le plus petit possible sans changer le fonctionnement, tout en étant capable de retourner à l'original. Ok, maintenant que le lexique est un peu plus connu, ça serait intéressant de voir les ordres de grandeur. Qu'est-ce qu'on gagne vraiment à compresser avec des algos communs? Donc reprenons l'exemple d'Hubert. Si on compare aujourd'hui à cet exemple, voilà, vous voyez que la minification, elle fait énormément le travail, mais la minification associée à la compression obtient un résultat plus intéressant que la compression seule. Ok? Bon, l'exemple d'Hubert, je ne veux pas te critiquer, mais il n'est pas très représentatif de la vraie vie. Prenons par exemple une version de jQuery. jQuery, globalement, il y a énormément de commentaires dans jQuery brut. Si on minifie, déjà, on enlève tous ces commentaires, ces sauts de ligne inutiles. Donc la minification, elle fait vraiment 2/3 du travail. Et puis, si on applique la compression, on obtient 30 kg. Bon, projetons ça en pourcentage. En fait, la compression, c'est 10% du poids brut de jQuery. Donc on gagne énormément sur le poids de transfert de ce fichier-là pour nos utilisateurs. Bon, la compression, ça fait fi du format. Là, on peut voir sur du JS, on peut voir sur du CSS avec Bootstrap. Bon, la minification sur le CSS, c'est plus compliqué, mais on voit que la compression, par contre, elle est très efficace. Si on prend, par exemple, l'HTML, il existe, par exemple, une page HTML avec la doc complète d'Hibernate. Ça fait 2 mégas. Mais ça marche très bien, la compression. On obtient 15% du poids de ces 2 mégas une fois appliqué minification et compression. À croire qu'il se répète beaucoup. Non, c'est surtout l'HTML. Yes, et ça marche aussi avec le JSON, par exemple. Bon, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut résumer, c'est que la compression, ça va de pair avec la minification dans le web. Vous obtenez des performances plus intéressantes de compression si vous détruisez déjà tout le contenu inutile de vos fichiers.
Alors réduire la taille, c'est bien, mais il faut se poser la question de l'impact réel sur les utilisateurs et les utilisatrices. Euh, Ouais, faisons quelques projections théoriques. Prenons une connexion qu'on va qualifier de lente, de la 3G à 5 kilo-octets-secondes, 50 kilo-octets-secondes. Bah, charger jQuery brut, ça va prendre presque 6 secondes. Pour vous projeter, c'est le temps pour faire couler un café chez vous. Donc ça serait très lent de charger jQuery, alors qu'on est inférieur à une seconde pour charger la même version de ce fichier minifié et compressé. Bon, la 3G, vous allez me dire, ça ne correspond pas à tout le monde aujourd'hui. Oui, si on prend une connexion 4G, bah, ça reste quand même, vous droppez plus de 200 millisecondes. Et 200 millisecondes, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est extrêmement perceptible pour un utilisateur d'enlever 200 millisecondes. D'ailleurs, parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, le site Bundlephobia, pour n'importe quelle bibliothèque dispo sur NPM, vous donne ces ordres de grandeur, on va dire, en kilos et en temps simulé, sur la version minifiée GZIP. Et puis, il vous donne des alternatives si vous choisissez des libres trop gros, si vous dites non, utilise celle-là, etc. Alors, c'est cool ces projections théoriques, mais ça serait intéressant de voir en vrai. Il nous faudrait une page web, tu sais, un exemple quoi. La page Wikipédia du Scrabble. Ok, pas de souci, si tu veux. Une page web, c'est une cascade de fichiers qui sont téléchargés, qui sont parsés, analysés, qui déclenchent le chargement d'autres ressources. Donc, qu'est-ce que la compression va avoir comme effet sur le chargement d'un site comme une page web de Wikipédia? Donc là, si on va comparer en connexion lente, et là on a le temps de voir, vous allez voir, C'est long. c'est très long. Il y a un réel impact sur les outils. Voilà, c'est très long. C'est très long. En fait, la page Wikipédia du Scrabble, en 3G sans compression, il faut plus de 17 secondes, alors qu'il faut 7 secondes pour la charger avec compression. Bon, passons à de la 4G, et vous allez voir qu'on gagne encore du temps en 4G. On met 2,1 secondes en 4G, comparativement à 2,4. Vous allez me dire, le gain n'est pas énorme. En pourcentage, en vrai, c'est ouf. Et puis ça apparaît un tout petit peu avant 2 secondes, virgule 1. Et puis, imaginons une connexion théorique illimitée. Là, pareil, la perception va peut-être être meilleure aussi. Vous le voyez à droite, vous avez déjà aperçu la page avant qu'elle apparaisse à gauche. Donc la cascade, vous gagnez à chaque étape de téléchargement sur tous vos fichiers. Donc, résumons, en 2024, la compression, c'est nécessaire. Non mais Antoine, on enfonce des portes ouvertes. Là, les gens, ils savent déjà que la compression, c'est nécessaire, j'espère. Vous connaissez l'almanach du web? C'est une ressource hyper intéressante qui collecte des données publiques de l'usage du web, qui regarde comment les gens s'en servent. Et ils ont sorti toute une analyse en 2021 sur la compression. Ils ont regardé comment les gens compressaient leur site. Et spoiler, il n'y a vraiment pas que des bonnes nouvelles. On a plus de 13% du JavaScript servi dans le monde, public, qui n'est pas compressé. Et c'est de pire en pire. CSS, JSON, SVG, HTML. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié du HTML servi dans le monde qui n'est pas compressé. Et vous avez vu l'impact sur le chargement du site Wikipédia, c'est très triste. Ça veut dire que peut-être dans la salle, Hubert, il y a des gens ici qui ne compressent pas. Non mais là, c'est des gens bien. Et encore, ça c'est que l'Internet public. Je ne sais pas vous, mais j'ai beaucoup bossé sur des applications de gestion interne, dans des intranets, ça c'est pas scanné. Et souvent dans ces cas-là, les perfs, on les optimise pas des masses. Donc à mon avis, c'est pire en fait. Maintenant qu'on est toutes et tous convaincus que compresser, c'est important, et pourquoi, on va essayer de revenir, de voir un peu ce qui se passe dans les tuyaux des internets avec le protocole HTTP. Donc imaginez un navigateur, il se dit qu'il veut charger une page web. Donc il dit au serveur, donne-moi un index HTML. Le serveur, il dit, tiens, voici un index HTML, 200, OK, tout va bien. En fait, le navigateur va pouvoir dire au serveur, alors, avec l'entête accept encoding, il va pouvoir dire, moi je sais faire du gzip, du deflate, du brotli. Et le serveur dit, ah ok, tu sais faire ces algos-là, bah, moi je vais choisir un algo parmi ceux que je sais faire, et je vais te dire lequel j'ai utilisé avec l'entête content encoding. Et donc là, le serveur, il dit, je sais faire, je t'ai renvoyé ce fichier en gzip ou en brotli, etc. Donc comme la vache. Comme une démo vaut mieux que des mots, bref, on va faire une démo. C'est pas clair. Alors forcément, on va charger la page Wikipédia du Scrabble. Je vais ouvrir les DevTools. C'est parti. La page se charge. Et en fait, dans les DevTools, on va pouvoir voir dans les entêtes de la requête que mon Firefox a dit « je sais faire du gzip, du deflate et du brotli » et que le serveur de Wikipédia a répondu la réponse en gzip.
Dans la colonne taille, vous allez avoir la taille du fichier HTML d'origine. Dans la colonne transfert, vous allez avoir la taille compressée. Un petit détail près, d'ailleurs, si on prend un fichier PNG, on se dit, mais attends, le fichier il faisait 13 kg, il a été transféré sur 14. En fait, la taille de transfert contient les entêtes HTTP de la réponse. Et pour un site moderne, ça dépasse facilement 1 kg par requête. Donc, c'est pas anodin. Donc, la compression, c'est vraiment natif au fonctionnement du web et au protocole HTTP. Et les serveurs et navigateurs savent se mettre d'accord pour que ça fonctionne. Et en fait, gzip, c'est tellement universel que Can I Use, il essaye même pas de t'afficher quelle version de navigateur. Il dit tu peux pas tester, ça marche partout. Donc on continue notre exploration de ce qui se passe dans les tuyaux. Moi, avant, quand je me mettais à la place d'un navigateur... Tu fais ça? Ouais, je me mets à la place d'un navigateur. Et je me dis, quand il fait ça, il doit télécharger une page, la recevoir, la parser, puis l'afficher. Je me dis, il fait ça étape par étape. Alors on va refaire une démo parce que c'est peut-être pas exactement ce qu'il fait. Bienvenue dans notre magnifique démo. Nous ne sommes pas une présentation sur le CSS. On va charger une page qui contient l'intégralité de Sherlock Holmes. C'est la meilleure façon de le lire d'ailleurs. Alors, il y a toute une étude en rouge. Pour les puristes, il y a toutes les nouvelles et tous les 4 romans. Ouais, voilà. Donc, c'est très gros. Alors, je vais reprendre l'onglet Network. Ça pèse 4 mégas. Ça charge en 1 seconde, donc c'est un peu rapide parce que je suis en local. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir artificiellement le serveur pour voir un peu mieux ce qui se passe. Et donc là, je vais cliquer et regardez bien la partie size. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, on a la page qui se charge. Elle n'est pas chargée complètement et pour autant, à gauche, j'ai des choses qui s'affichent. Et dans le DOM, il se construit progressivement. C'est un peu plus long sur les bouquins, ce qui sont plus longs. Et sur les nouvelles, c'est un peu plus rapide. Donc en fait, ce qu'on est en train de... ça prend 15 secondes artificiellement ralenti. Ce qu'on vient de voir là, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme ça. On a vraiment le navigateur qui, pendant qu'il reçoit, il est capable de donner les bouts à son parseur HTML, qui lui-même est capable de dessiner des rectangles avec du texte à l'écran, alors même qu'il n'a pas fini de recevoir le fichier. Ouais, ce comportement, il n'est pas accidentel. Hein. C'est dans l'aspect, c'est spécifié comme ça. Pour parser le HTML, les navigateurs, ils doivent avoir ce comportement de chargement parcellaire du contenu. Moi, je trouve ça complètement dingue. Et du coup, si on rajoute la compression, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, je vais retourner sur ma démo et on va rajouter de la compression. Donc pareil, regardez bien, la page est en train de se charger en gzip et pour autant, elle n'est pas terminée d'être téléchargée et on a encore le DOM, je vais aller un peu vite, on a encore le DOM qui est en train de se construire alors qu'on n'a pas reçu l'intégralité du fichier. Et donc, ça veut dire que la compression, de la même manière, elle n'est pas bloquante comme ça. Elle fait partie de cette espèce de pipeline, de tuyau continu de « moi je reçois, je décompresse, j'envoie, moi je parse, moi j'affiche, je dessine des rectangles ». Et c'est à tel point que même côté serveur, on peut peut-être imaginer un cas où le serveur n'a pas fini de lire sur le système de fichiers, que le navigateur a peut-être déjà affiché un pixel à l'écran. Il faut que le fichier il soit relativement gros. La doc d'Hibernate, par exemple. Mais retenez bien que la compression, ça n'interrompt pas ce flux un peu continu qu'il y a intrinsèquement dans le web. Alors, tout ça, ça ne date pas d'hier. Pour revenir aux sources de gzip, on va devoir sortir la DeLorean et remonter bien avant les années 2010, bien avant les années 2000. On va revenir en 1992. C'est Jean-Loup Gailly et Marc Adler qui ont fondé les bases dans la RFC 1952 de gzip. Tu faisais quoi en 92, Antoine? J'étais pas né. Mais bien évidemment, ils ne sont pas partis de rien. Ils se sont inspirés de travaux de Phil Katz qui avait créé PKZip quelques années avant. Et pareil, Phil Katz, lui, quand il a créé PKZip, il n'est pas parti de rien. C'est un chercheur. Il est allé chercher dans les papiers de recherche et il est remonté 25 ans avant, en 1977, sur les papiers d'Abraham Lempel et de Jacob Ziv, qui ont créé un algorithme de compression qui s'appelle LZ77. Encore aujourd'hui, le choix du nom de cet algorithme reste un mystère. Et ces deux ingénieurs, ils ont cherché aussi dans des papiers beaucoup plus anciens. Il a fallu remonter à 1952 avec les travaux de M. David Huffman. C'est l'année de l'explosion du Scrabble en Europe, 52. True story. Merci. Et donc en 1952, Huffman, il invente un codage binaire très performant. Ce qu'il faut voir, c'est que 40 ans séparent Huffman et PKZip, et plus de 30 ans aujourd'hui séparent la création de gzip et le temps actuel. Donc
Est-ce que la recherche fondamentale a un impact considérable sur la technologie des années après? Oui. Oui. Alors, c'est l'heure d'expliquer le code de Huffman et son algorithme. Pour ça, on va prendre un mot au hasard. Uber? Non, mais c'est un vrai mot, on peut le jouer au Scrabble et tout. Non, mais Uber. Ouais, de toute façon, j'ai jamais réussi à le mettre, faut faire sablon, après, enfin bref, c'est relou. On va prendre un mot. Alors, on va prendre compression. Donc, quand on stocke le mot compression dans un fichier, on va avoir au final un fichier de 11 octets, 1 octet par caractère. Et chaque octet contient les 8 bits nécessaires pour encoder chaque caractère avec le code ASCII en binaire, etc. Si vous êtes nul en ASCII comme moi, il y a une commande sous Linux, faites ASCII, ou plutôt ASCII-B. Vous avez toute la table de correspondance. Et là, notamment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les codes ASCII des lettres du mot compression. Retenez-les par cœur, il y a une interro à la fin. Du coup, si on regarde compression, pour chaque lettre, on va utiliser le code binaire, et ça représente vraiment tout ce qu'il y a dans notre fichier. Ça fait 88 bits. Là, vous dites, ouais, mais attends, moi, je pourrais déjà gagner un peu de la place. Au final, il n'y a que 9 lettres différentes dans ce mot. On pourrait peut-être coder chaque lettre sur 4 bits, log de 2, tout ça. Et on pourrait gagner, on serait à 44 bits, on gagnerait de la place. Et Huffman, lui, il se dit, je vais aller plus loin que ça. Et il se dit, si on codait... ouais, alors, retenez bien. En codant les caractères qui apparaissent le plus souvent avec peu de bits et en codant les caractères qui apparaissent le moins souvent avec beaucoup de bits, en moyenne, on devrait gagner de la place à la fin. Je les ai regardés, Hubert, je crois qu'on les a perdus. Non, mais en fait, c'est comme au Scrabble. C'est-à-dire qu'au Scrabble, les lettres les plus fréquentes, elles ont un score très bas, et moins les lettres sont fréquentes, et plus leur score est élevé. Et du coup, si on représentait le mot en utilisant le score du Scrabble pour le nombre de bits, on obtiendrait un mot tout petit, quoi. Ouais, c'est pas mal. Ton encodage, il marche bien. Et sur 0,1, tu codes quand même beaucoup de caractères. Hein. J'avoue. Huffman, il est beaucoup plus malin que ça. À 26 ans, il est étudiant au MIT. Dans sa classe, il y a Claude Shannon, donc pour ma petite histoire, quoi. Et quand son prof lui dit, tu as deux choix, David. Soit tu fais un papier de recherche, soit tu suis ce partiel. Huffman, il dit, bon, je vais faire un papier de recherche. Et il invente le codage de Huffman. Et plus que l'inventer, il démontre que c'est la meilleure manière d'encoder en binaire des caractères. Et c'est démontré mathématiquement. Il a 26 ans. Moi, je trouve ça formidable. C'est le boss. Alors, comme on disait plus tôt, Huffman, il se base sur la fréquence des caractères. Du coup, si on regarde notre mot, on a 2 O et 2 S. On va s'intéresser aux fréquences. Et l'algo de Huffman, on va répéter plein de fois la même chose. On va trier par fréquence. On va aller prendre les 2 caractères les moins fréquents à droite. On va additionner leurs fréquences et on va commencer à construire un arbre. OK. Donc on trie par fréquence. On additionne les fréquences à droite. On fait un arbre et on trie. On additionne, on trie, on additionne, on trie. On additionne, on trie. OK. Et donc, à la fin, on se retrouve avec un arbre. Et là, vous dites, OK, c'est cool. À quoi ça sert? En fait, ça va nous permettre de déduire pour chaque caractère comment on va coder en binaire chaque caractère. Et ce qui est assez fascinant, c'est que pour ça, à chaque fois qu'on va à gauche dans l'arbre, on utilise un 0. Et à chaque fois qu'on va à droite, on utilise un 1. Donc si je veux savoir quel est le code binaire de la lettre I, je vais aller une fois à gauche, 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 gauche. Donc pour coder la lettre I, c'est 0, 0, 0, 0. Pour coder la lettre O, je vais aller à droite, c'est 1, 1. Ça va, normalement vous suivez. Je prends le S, donc le S on fait une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Donc pour coder S, c'est 0, 1, 0. Bon, globalement, Pokémon, attrapez-les tous, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on observe? Les caractères les plus fréquents, le S et le O, ont été mis tout en haut. Bon, après, il n'y avait qu'une seule place à l'étage tout en haut, on a mis le O. Et donc, comme ils sont hauts, on n'a que 2 caractères pour y arriver. Les caractères les moins fréquents sont en bas, et donc quand on arrive en bas, on a 4 bits en fait. L'autre truc qu'on observe, c'est que quand on est arrivé sur une feuille de l'arbre, il n'y a plus rien en dessous. Donc ça veut dire que le code de C, par exemple, c'est 0, 1, 1. Donc quand j'ai 0, 1, 1, je sais que c'est la lettre C et je sais qu'il ne peut rien avoir d'autre qui commence par 0, 1, 1.
Et ça, c'est puissant parce qu'au final, compression, quand il est codé en binaire, si je ne sais pas ce que c'est, je lis 0, 1, 1 et je sais que je dois m'arrêter parce que dans mon tableau, c'est C. Et je sais que je peux recommencer à 1, 1, ah, c'est un O, etc. Ça, c'est une des puissances du système. Là, on trouve 35 bits, donc c'est encore mieux que les 44. Vous dites, c'est pas beaucoup, mais en pourcentage, c'est énorme. C'est encore mieux que les 88 bits. Encore faut-il transmettre le tableau de correspondance. Ça, on y reviendra après. Mais au final, Huffman, ce qu'il fait, c'est qu'il joue à lettres contre moins. Il se concentre sur les caractères. Yes. Partons maintenant 25 ans plus tard avec Lempel-Ziv qui fonde le LZ77. Donc il faut se dire vraiment, il y a 25 ans qui séparent Huffman de 1952 à 1977. Eux, ils se disent, il y a peut-être quelque chose à faire. Et pour vous comprendre, je vais vous donner un exemple avec une phrase qui m'est complètement impossible de lire. Vous avez peut-être la ref des nuls. Voilà. Hubert, tu repères peut-être quelque chose dans cette phrase ? Il y a quelques répétitions. Voilà. Et si on essayait de réduire le poids de ces répétitions, plutôt que jouer sur les caractères, essayons d'aller jouer sur les mots. Si on jouait un peu, pour prendre ta métaphore, à mots contre moins, c'est de représenter ça. Mais bon, Lempel-Ziv, ils ne jouent pas au Scrabble. Eux, ils cherchent des motifs répétitifs. Ils vont aller chercher plus que des mots de la grammaire, ils vont essayer de représenter des patterns qui se répètent dans un message et de dire, et si je construisais une étiquette qui va dire, j'ai déjà vu ce motif à cette distance et sur cette longueur-là. Okay, donc, pour vous montrer, on va prendre mon dessert préféré, qui est le millefeuille, et on va le compresser avec l'algorithme Lempel-Ziv 77. Donc, pour utiliser l'algorithme Lempel-Ziv 77, il faut lire une fenêtre de 3 caractères. Donc, on va lire la première fenêtre, 3 caractères, MIL. Et on va se poser la question, est-ce que je l'ai déjà vu ou non ? Si on ne l'a pas vu, on va dire, je stocke brutalement la lettre M. C'est le cas parce que je ne pourrais pas réduire sa taille, je ne l'ai jamais vu. ILL, j'ai jamais vu, je stocke I. LLE, j'ai jamais vu, je stocke L, etc. Vous allez repérer le moment où il y a le pattern qui se réplique. ILL. Donc ILL, on le voit déjà au début de millefeuille. Donc on pourrait optimiser le poids de ça en disant, et si je construisais une étiquette de longueur 3, parce que j'ai déjà vu ça dans mon message, et je vais aller voir la distance. Donc Hubert va utiliser ses talents à la souris pour aller voir la distance de 8. Donc je construis une étiquette en disant, j'ai déjà vu ce morceau, il y a 8 caractères et sur une distance de 3. Et on va vérifier si on n'en a pas vu un peu plus. Donc là, c'est le cas. 1000, on en a vu 4. Donc, je vais pouvoir remplacer la fin de millefeuille par juste une étiquette qui fait référence au début du message. Et là, si vous comptez juste brutalement le nombre de tuiles à l'écran, il y a un peu moins de tuiles en bas qu'en haut. C'est pas très impressionnant. Donc, on va repartir sur mon exemple de phrase des nuls. Elle est encore plus illisible, clairement. Elle est encore plus illisible. Là, si on applique ce fenêtrage et cet algo, on va aller chercher les répétitions. C'est très compliqué pour vous de voir, mais la première répétition, c'est un espace PE qui est au bout de la ligne. Donc ça, on l'a jamais vu. Alors, je ne sais pas cliquer, blablabla. Et comme le disait Antoine, à espace PE, il y en a qui l'ont, on l'a déjà vu. On le voit plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On construit une étiquette de taille 3 et on remonte, on calcule la distance, 17, et on vérifie si on ne peut pas en lire un peu plus. Malheureusement, on ne peut pas. Donc on a juste fait une petite étiquette. On va juste remplacer 3 caractères. Et on continue. Là, on en a une autre. On crée notre étiquette. Taille 3, on cherche. NE espace, il est là. Ouais, allez, hop. Ouais. Et ça, on fait ça tout au long du message. Et bon, vous allez peut-être repérer celle où on dit... tromper 1000 personnes au pluriel. Celle-là, elle est gigantesque. Donc, si on la construit, cette étiquette, vas-y, hop, on va aller chercher dans le message. Donc, je crois que c'est à la 3e ligne. Yes, tu l'as. Là. On a une distance 54. Et alors là, on va construire une étiquette qui aura une taille absolument... Avec le S, tu ne pourras pas prendre ce qu'elle avait là. Ouais. C'est taille 24, distance 54. Donc on va réussir à représenter sur une tuile 24 caractères. On s'économise énormément de messages en faisant référence à ce qui a déjà été dit. Si on voit le message au global, on a vraiment beaucoup moins de tuiles en bas qu'en haut. Mais le système d'étiquetage, en fait, il est vachement plus puissant. Si on prend un exemple qui fait référence à la poésie britannique... Ouais, par exemple, si on prend la fin de la chanson Hey Jude, c'est beau quand même. Vous repérez que ça se répète un peu beaucoup. Donc si on construit l'étiquette, donc on fait notre fenêtrage de 3. Ça, on l'a jamais vu. Par contre, le N à virgule, on l'a déjà vu. Donc on construit une étiquette de taille 3, on calcule la distance. Et là, en fait, on ne le voit pas qu'une fois. Donc on va pouvoir dire, j'ai vu,
et je réapplique mon motif sur mon message plusieurs fois. Et donc là, en construisant une étiquette, je vais pouvoir construire une étiquette de taille 44 et de distance 4. Et bon, hey Jude. Et ça, c'est finalement un truc qu'on a découvert pendant nos recherches, c'est la puissance de dire je suis en train de décompresser, mais et ça s'applique à des cas aussi fous que ça. Ok, donc concrètement, comment ça fonctionne quand on va essayer de combiner cet algo de Huffman avec ce tableau de correspondance, ces codes binaires qui n'ont pas la même taille, et ce que vous a montré Antoine, le LZ77 qui lui se focalise sur faire des étiquettes pour des répétitions. Alors, en fait, un an après avoir créé LZ77, Lempel et Ziv, ils créent LZ78, il y en a qui suivent. Et en fait, avec ces deux algos qui fonctionnent un peu différemment, mais qui globalement font la même chose, ils vont donner naissance à deux familles d'algorithmes créés par d'autres gens qui s'inspirent les uns des autres. LZW, on le retrouve derrière ce fameux format d'image... alors, tu diras le nom GIF, GIF, ouais. GIF. Ah, il y a débat. Désolé, vous n'êtes pas trop... ouais. Pour la caméra GIF, ils n'ont pas le... Bref. Derrière LZSS, on retrouve WinRAR. Il y a des gens qui ont payé leur licence WinRAR ici? Pour la caméra, il y en a 0. Hein. Et puis, derrière LZMA, on retrouve 7zip. Ouais, on va peut-être pas trop parler d'LZMA, c'est trop frais. Quoi. Non, ouais, le trauma est frais. Et du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur Deflate. Parce qu'en fait, Deflate, c'est ce qu'on retrouve en dessous de WinZip, de gzip et même des formats d'images PNG. Si vous êtes intéressé par cette saga des familles de compression, Colt McEnlis, il a fait une super vidéo sur le sujet où il revient un peu les différences, comment les trucs s'influencent les uns des autres. Donc Phil Katz, en 90, apparemment l'année de la disquette, hein, il se dit « Ok, moi je prends du texte et je cherche des répétitions avec LZ77 et je crée des étiquettes, etc. » Et ensuite, il va regarder la fréquence des symboles qui ne sont pas répétés et il va regarder la fréquence des étiquettes et il va appliquer un code de Huffman là-dessus. Donc on additionne les fréquences, on fait tout un arbre et on trouve des codes binaires à longueur variable. Il décide ensuite de choisir comment il va représenter les étiquettes, comment il va représenter tout ça en binaire, et il appelle ça le format binaire Deflate et l'algorithme qui va avec. Plusieurs années plus tard, cette Deflate a été définie dans la spec, dans la RFC 1951. Avec Antoine, c'est une spec qu'on aime beaucoup. Voilà, elle est très sympa à lire, pas longue. Ouais, par contre, ça pique un peu. Et en fait, autour de ce Deflate, on a... Phil Katz, il rajoute des headers, des footers, et ça crée le format .zip. Donc, merci Phil Katz. Normalement, tout le monde connaît. Quelques années après, on a Marc Adler et Jean-Loup Gailly, Jean-Loup Gailly et Marc Adler, dans gauche à droite, qui vont reprendre la même manière de coder le Deflate, donc ils ne changent rien, comment les bits sont agencés, etc., mais avec des headers footers différents, et eux, ils créent le format .gz, le format gzip, et l'outil gzip qui va avec, qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc il y a aussi une RFC qui est dédiée à gzip, par contre, elle définit que les headers footers, la partie Deflate est bien dans l'autre spec qui est passionnante. Est-ce que tu crois qu'ils sont prêts, Antoine? Franchement, je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes toujours prêts? C'est le moment de décompresser. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce nuage de 0 et de 1? Alors déjà, on va commencer, comme on le disait, par des headers. Globalement, on ne rentre pas dans les détails parce qu'ils ne servent pas des masses. Donc on ne rentre pas dans les détails, mais on a 10 octets d'en-tête. En bas, on a 8 octets de footer avec un checksum et la taille originale du fichier. Mais pareil, finalement, ça ne sert pas des masses, vu qu'on l'a vu, le navigateur il commence à afficher des pixels alors qu'il n'a pas la fin du fichier. Donc, pour peu qu'ils se disent le checksum n'est pas bon, c'est un peu trop tard. Donc, ça ne sert pas des masses, mais dès que vous créez un fichier gzip, c'est 18 octets de métadonnées. Et au milieu, entre les headers et le footer, on a la partie Deflate. Donc, la partie Deflate, c'est plusieurs blocs. Et donc on commence à lire et le tout premier bit, il vous dit si c'est le dernier bloc. Bon, là, il n'y a qu'un seul bloc, donc c'est 1.
Ensuite, on va lire les 2 bits suivants qui nous servent à dire c'est quoi le type de ce bloc. Il y a 3 types de blocs. Il y a le type ultra facile, il n'y a pas de compression. Donc tout ce qui suit, c'est le fichier tel quel. Ça arrive pour éviter sur des formats qui ne sont pas du tout compressibles que gzip, il fait non, laisse tomber, je ne touche pas à ça, je te le donne tel quel, plus les 18 octets de métadonnées. Le type 1, c'est un peu le type facile. C'est le type qu'on va voir aujourd'hui. Le type 2, c'est le type difficile, c'est celui qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Donc là, c'est le type 1. Non, je croyais que tu allais dire un truc. Non, le type 2, il ne faut pas le voir aujourd'hui. Hein. Mais il est dans la spec et c'est hyper intéressant. Donc, le type 1. Et ensuite, en fait, ce qui suit, c'est des 0 et des 1. Donc, comment on fait pour savoir, en lisant ces 0 et ces 1, à quel moment on s'arrête ? On repense qu'il y a du Huffman. Donc, le nombre de bits pour représenter les symboles et les étiquettes va varier. Et pour savoir que, en fait, là, je dois m'arrêter au bout de 8 bits et que c'est le symbole 79, comment je sais ça ? C'est parce que j'ai lu cette spec passionnante qui me donne le tableau de correspondance, avec notamment un 0 suivi de 7, 1, c'est le symbole 79. Sauf qu'ils ne nous le donnent pas comme ça. Hein. Non, la spec, elle donne ça. Elle fait, voici la recette, et maintenant, démerde-toi pour monter le Billy. C'est un peu ça. Et du coup, on va retrouver des codes à 7 bits, des codes à 8 bits et à 9 bits. Voilà. Donc, je sais que je dois lire ces 8 bits et m'arrêter, que c'est le symbole 79. Et le symbole 79 en ASCII, vu que là, c'est un fichier texte, c'est la lettre O. Ensuite, je recommence. Donc, je lis mes bits 1 à 1, etc. Je m'arrête au bout de 8, c'est le symbole 78, via mon tableau de Huffman. C'est la lettre N, ensuite l'espace. Je pense que vous avez compris où on veut en venir, qu'on va avancer un petit peu. Et quand on arrive à ce niveau-là, là, le tableau de correspondance me dit, alors, arrête-toi au bout de 7 bits. Et ces 7 bits, donc c'est 6 0 suivi d'un 1, c'est le symbole 257. Donc là, on ne peut plus coder un octet, parce qu'on est au-delà de... Et là, ça va servir à coder des étiquettes. Alors, comment je sais que le symbole 257, c'est une étiquette de longueur 3 ? Pareil, cette spec passionnante, toujours en mode texte brut, nous dit le symbole 257, c'est une étiquette de longueur 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que gzip, ça ne peut pas faire des répétitions de plus de 258 caractères, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on a une étiquette de longueur 3. Une fois qu'on a lu une longueur, on va forcément lire une distance pour compléter l'étiquette. Donc pour les distances, c'est un autre système. En type 1, c'est très facile, il faut lire 5 bits, mais il faut les lire par la droite. Et donc 0001, ça fait 8. Et 8, pourquoi c'est une distance 17 ? Parce que j'ai un autre tableau qui me dit 8. Vous la kiffez cette spec ? Qui me dit 8, c'est 17 ou 18, c'est entre 17 et 24. Et pour savoir, il faut lire 3 bits supplémentaires. Bref, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans gzip, on ne peut pas trouver des répétitions plus loin dans le passé que 32 kilo. Donc si vous avez un fichier texte où vous répétez la même chose, mais que c'est 32 kilo plus loin, vous n'allez pas pouvoir créer une étiquette vers cette référence. Donc là, j'ai une distance 17 et on m'a dit de lire les 3 bits supplémentaires. Donc j'ai bien une étiquette de longueur 3 et de distance 17 plus 0. Yes, là on a codé 3 caractères en 15 bits, c'est-à-dire un petit peu moins qu'il faut pour coder 2 caractères non compressés. On gagne énormément déjà, juste avec une petite étiquette. C'est ça. Sur ce type 1, toutes les lettres font 8 bits comme dans l'original, donc ce n'est pas le codage de Huffman le plus optimal. Encore une fois, on vous épargne le type 2. Donc là, on avance. Je pense que vous avez tous deviné ce qu'il y a dans ce fichier. Et si on regarde la fameuse étiquette qui était super longue, ce qui est assez fascinant, c'est de voir que ces 24 caractères, ils ont été codés sur 18 bits. Et enfin, voilà. C'est juste, ça nous fascine en fait. Yes. Globalement, on gagne énormément sur ces grosses étiquettes. On l'écrit sur un peu plus de 2 caractères à peine et c'est formidable. Tout ça, ça nous a passionnés. On l'a pas sorti de notre chapeau. On s'est documenté d'une petite série qu'on vous recommande. Il y a 20 vidéos de 2 heures de Bill Bird, un enseignant au Canada, qui vous propose à Victoria, qui vous propose une explication complète de Deflate. Franchement, c'est passionnant. C'est passionnant. Tu l'as montré à tes collègues, je crois. Ouais, alors c'est un peu traquenard, je l'ai partagé à certains collègues, ensuite ils reviennent, ouais, c'est un truc de ouf, j'ai regardé jusqu'à 2h du mat. Après, on n'a pas tous les mêmes collègues. Mais voilà. Bon, ça,
tout ce qu'on vous a présenté pour le moment, on s'arrête en 1992 avec gzip. Depuis, il y a des enjeux très importants, donc on va essayer de gagner un peu plus. Et cette unité très précise du un peu plus, c'est le pouillem. C'est vraiment précisément à peu près pas beaucoup. Mais à peu près pas beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'argent pour des grands du web. On prend l'exemple par exemple de Cloudflare qui a fait son propre fork de la Zlib pour des optimisations sur leur machine et puis même probablement sur les messages transférés. Mais vous n'avez pas besoin de forker la Zlib pour avoir de meilleures performances sur la compression. Déjà, vous avez des niveaux. Quand vous utilisez gzip, vous pouvez compresser de niveau 1 à niveau 9. Et vous voyez qu'en niveau 9, on a un résultat qui est un petit peu plus petit. Vous allez me dire, ce gain, il est vraiment tout petit. Mais oui, mais si vous servez ce fichier 1 million de fois par jour, ben, c'est quand même de la bande passante et ça va être du temps gagné pour vos utilisateurs. 1 million de fois 1 kilo, c'est 1 million de kilos. J'ai compté. Vous avez vu? Il est fort. La vache. Bon, ça, on reste encore avec gzip. Dans les années 2000, il y a des ingénieurs de chez Google qui se sont dit et si on gardait le même format, c'est-à-dire qu'on ne casse pas le format deflate et header, footer, et on essaie d'optimiser. Il faudrait qu'on trouve les meilleures répétitions possibles dans le message, et puis on fait la plus petite sortie gzip possible. Donc ça, c'est Zofpli. Alors l'algo, globalement, c'est du brute force. Ça va tenter toutes les possibilités d'étiquettes pour essayer d'obtenir le fichier gzip le plus petit possible. Mais c'est très efficace. Vous voyez, on va gagner 1 kilo. Même pas 900 octets, quoi, le pouillem. La définition du pouillem, mais bon, c'est toujours ça. Bon, on s'arrête, on n'a pas besoin de brute force aujourd'hui pour obtenir des meilleures performances dans le web. On utilise un algo qui est plus récent, qui s'est séparé des contraintes du format gzip. Il y a des ingénieurs toujours de chez qui ont travaillé sur Zofli, qui ont travaillé sur Brotli, qui est un algo de compression qui va utiliser un petit peu plus de magie et de techniques sombres pour obtenir un résultat plus petit. Et Brotli, déjà, c'est la classe, il a 11 niveaux de compression au lieu de 9, up to 11, quoi. Et vous voyez, si vous regardez le niveau 11, 27 kilos. Si on compare Zofli, Brotli, GZ, oui, Brotli, vous avez un meilleur résultat sur votre compression. Mais bon, pour ça, il va utiliser LZ77, Huffman, ça, on vous a expliqué déjà. Comme gzip, en fait. Comme gzip, mais il va utiliser des techniques de triche. Ouais, en fait, pour tricher, au-delà, parce qu'il peut trouver des répétitions dans le passé dans le même fichier, il va aussi être capable de faire des références à un dictionnaire, à des mots qui sont dans un dictionnaire. Ce dictionnaire, il l'a dans le compresseur et dans le décompresseur, il n'a pas besoin de le transférer. Et donc, il peut dire, mais dans ton fichier, il y a ce mot-là de mon dictionnaire. Alors, dans ce dictionnaire, il y a un peu plus de 13 000 mots. Il y a massivement de l'anglais, un peu d'autres langues, mais surtout, et c'est comme ça qu'il triche, il y a des langages du web, en fait. Alors, on va ouvrir le dictionnaire. Ça commence par des petits mots de 4 lettres. Et comme vous le voyez, il y a du HTML, du CSS, en 4 lettres, et de l'anglais, et un peu de tout. Et sur la fin du dictionnaire, on a des mots un peu plus longs. Des mots. Voilà. Mais c'est assez marrant, on voit des trucs comme href, HTTP, enfin des trucs qu'on a tous dans nos pages web, quoi. Pour chacun de ces mots, il est capable d'appliquer une des je ne sais pas combien de transformations. Et donc, si on prend le mot foundation qui est dans le dictionnaire, il peut finalement trouver dans votre fichier n'importe lesquelles de ces combinaisons et dire, attends, dans ton fichier, tu as found, et puis en fait, moi, je prends foundation avec tel transfo, et voilà. Et on gagne normalement de la place. Donc, ça fait je ne sais pas combien de possibilités de références qui peuvent être trouvées dans ce dictionnaire statique. Brotli, ça marche bien. Globalement, ça marche partout. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si c'est pas dispo dans un navigateur, c'est pas grave, ils discutent entre eux, ils se mettent d'accord. Wikipédia, il sert du gzip à tout le monde et ça marche bien, quoi. Donc la compression, ça marche mieux avec Brotli. Globalement, on gagne un peu plus que des pouillem. On va gagner entre 8 et 12% suivant les fichiers. Ouais, mais la magie, ça a un coût. Le niveau 11, ça va prendre du temps de le calculer. Donc si vous mettez sur vos serveurs applicatifs que vous compressez tous vos fichiers à la demande en niveau 11, vous n'avez pas gagné du temps de chargement parce que votre CPU de votre machine, elle va tourner à fond pour compresser vos fichiers. Donc c'est pas très intéressant. Bon, petite blague à part, Zofpli c'est encore pire. Oui, un algo brute force, c'est pas hyper performant pour compresser. Mais c'est là où je trouve vraiment que c'est magique. En 1992, gzip, vous voyez le temps au niveau maximum, et pour gagner des pouillem, ce qu'il faut rajouter en temps. Moi, je trouve ça prodigieux. Le temps, par contre, dans le web, on a besoin d'un temps de décompression qui est négligeable parce qu'on ne veut pas impacter l'utilisateur et utiliser énormément de ressources.
Donc, ce que je peux vous dire, c'est que globalement, tous les algos de compression sont équivalents en temps. Bon, Brotli sur des gros fichiers, il va être un petit peu plus long, mais ça reste négligeable. Retenez simplement la technique que je vais vous proposer, c'est que si vous avez des fichiers statiques sur vos applications web, précompressez-les avec les niveaux les plus forts de vos algorithmes. Et si vous servez des contenus dynamiques, servez-les avec des niveaux plus légers. Pour ça, l'almanach que je citais plus tôt vous donne ces conseils-là. Donc niveau 11 de Brotli, niveau 9 ou Zofpli pour les fichiers statiques, et puis tout ce qui est dynamique, 5 et 6 pour Brotli et gzip, et vous obtiendrez les plus petits fichiers que vous pourrez sur votre réseau. Hubert, pourquoi tu mets ton fond d'écran? Parce que c'est mes petits chats. Non, en fait, je voulais prendre un exemple de JPEG. Si on prend mes petits chats en JPEG, ça pèse 600 kg. C'est lourd pour des chats, quand même. Oui, voilà. Bref, mais oui, non, cette image fait à peu près 600 kg en JPEG. Si on l'applique en de la compression par-dessus, ça ne sert à rien. Globalement, on crame du CPU pour gagner à peine 1 ou 2%. Ça, c'est parce que le format JPEG, il a déjà sa propre compression et le fichier qu'il produit, il a une entropie. Il y a très peu de répétitions à trouver et donc gzip, il peut pas faire grand-chose et Brotli non plus. Donc il ne faut pas compresser des formats qui sont déjà compressés. Et ça, on est obligé de leur dire parce que sur le web, en fait, il y a quand même des gens qui servent des fichiers, des formats de fichiers compressés et qui le recompressent avec des algos de compression sans perte. Et c'est vraiment dommage parce que vous cramez du CPU de vos utilisateurs. Du coup, la compression, ça n'a pas d'effet sur les fichiers déjà compressés. Retenez bien ça. Attention cependant, tous les fichiers binaires ne sont pas pré-compressés. Il y a des formats comme les fontes ou par exemple le binaire WASM qui n'est pas compressé de base. Souvent, ils font le choix de ne pas pré-compresser pour être future-proof. Imaginons que dans 10 ans, on trouve PyPaper invente l'algo de compression ever. Et l'idée, c'est de se dire, si on ne choisit pas l'algo de compression, on aura peut-être plus tard un meilleur binaire WASM parce qu'il sera plus léger dans le futur. Si vous discutez avec les gens qui bossent sur Docker, ce qui a été décidé pour les images, c'est gzip. Donc aujourd'hui, sur Docker Hub, toutes les images sont signées. Les checksums, c'est le checksum après gzip. Et aujourd'hui, ils essayent de passer à d'autres algos plus performants. Et pour l'historique, c'est hyper compliqué parce que c'est déjà figé et ton image de ta Debian machin, le checksum, il est là et tu peux pas le changer à part à faire des nouvelles versions et que tout le monde est mis à jour. Donc c'est un peu l'enfer. Ok, on vous a parlé un peu de l'actualité récente sur la compression, mais là, on va vraiment aller au-delà du pouillem. On va vraiment aller chercher vraiment le pouillem originel avec de l'actualité hyper chaude. Déjà, on peut vous dire que depuis quelques semaines, Chrome supporte sans flag un autre algorithme de compression qui est fait par Meta au départ, qui s'appelle Z-Standard, ZSTD pour les intimes, et donc qui, lui, a des performances, attention, il faut regarder en fonction du format du fichier, de la taille du fichier, plus intéressantes que Brotli. Et encore une fois, si votre serveur sait faire du Z-Standard et qu'il parle avec un Firefox, ils se mettent d'accord et votre serveur, il va envoyer du gzip ou du Brotli. Moi, je trouve ça fascinant. Dans les autres trucs assez modernes qu'on a vus, dans les brouillons de spec qu'il y a en ce moment, il y en a un qui est particulièrement intéressant. L'idée, c'est d'avoir un dictionnaire partagé. Donc ça marche avec Brotli, mais ça marche aussi avec Z-Standard. En fait, on va prendre un exemple. Votre navigateur, il charge une page web et puis il voit une balise. Il se dit, j'ai besoin de jQuery 3.7.0. Donc il demande au serveur, le serveur dit, tiens, voici jQuery. Et puis le serveur rajoute un en-tête qui dit, tiens, tu peux utiliser ce fichier jQuery comme un dictionnaire si tu fais des requêtes qui matchent ce pattern. Et donc là, la prochaine fois que vous naviguez sur le site, là, la page HTML vous dit, non, mais alors maintenant, il faut la version 3.7.1. Et le navigateur, il fait « Ah, mais attends, ça match le pattern. » Donc, moi, je vais dire au serveur « Alors, je sais faire du gzip, je sais faire du Brotli, et je suis un Chrome avec des flags Canary activés ultra modernes. Je sais aussi faire du shared Brotli. » Et puis, il va dire « J'ai un dictionnaire, celui que tu m'as envoyé, et l'empreinte numérique, là, le SHA-256, c'est ça. » Donc, le serveur, il peut dire « Ouais, alors, ok, d'accord, ce dictionnaire, je l'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la 3.7.1, et je vais la compresser en utilisant comme dictionnaire partagé la 3.7.0. Et donc, je vais retrouver plein de répétitions et plein d'étiquettes. Et je vais te renvoyer ça en te disant c'est du shared Brotli, par exemple. Yes, et résultat, vous voyez que si on compresse la 3.7.1 de jQuery à partir du dictionnaire de la 3.7.0,
on obtient un jQuery qui fait 8 kg. C'est tout simplement très intéressant. Alors, c'est pas exactement un diff, hein, mais globalement, on gagne quand même pas mal avec toutes ces répétitions-là. Bon, aujourd'hui, on a essayé de faire le tour de tout ce qui nous paraît essentiel pour comprendre la compression dans le web. Hubert a peut-être aussi glissé quelques références subtiles au Scrabble, vous l'aurez remarqué. D'ailleurs, j'ai trouvé mon mot, c'était hacker à l'imparfait, ou subjonctif présent. 30 points plus 50 points de bonus pour le Scrabble. Bravo. Pour être certain que vous repartiez de cette salle en ayant retenu les informations importantes, on vous a résumé les points qu'il faut retenir. Alors déjà, retenez que la compression, ça va de pair avec la minification. Déjà, détruisez le contenu inutile dans vos fichiers avant de les compresser, vous auriez des meilleurs résultats. Et que même en 2024, avec les connexions qu'on a, c'est nécessaire de compresser. On a aussi vu que la compression, c'était natif au fonctionnement du web. Le navigateur et le serveur, ils se mettent d'accord pour savoir c'est quoi le format qu'ils savent faire tous les deux. On a aussi vu que ça n'interrompait pas ce fameux flux qui est aussi standardisé dans HTML et qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin pour parser le HTML et afficher des choses à l'écran. Et ensuite, avec Huffman, on a vu que la compression, c'était un peu jouer à lettres compte moins, en essayant d'utiliser le fait que certaines lettres sont plus fréquentes que d'autres. Yes, et on a vu que LZ77, lui, chassait pas juste la répétition des caractères, il allait répéter les motifs, c'est un peu jouer à mots compte moins, c'est d'essayer de représenter des motifs sur moins de bits. Et puis, retenez qu'en 2024, activez Brotli sur vos serveurs applicatifs parce que vous aurez des meilleures performances de compression et le support est là. Vous pouvez aussi retenir que si vous distribuez un site statique, précompressez vos assets dans votre chaîne de CI, dans votre chaîne de build, et ne le faites pas sur vos serveurs applicatifs Nginx ou autres. Précompressez-les, et tout ce qui est dynamique, vos API, utilisez des niveaux plus légers de compression. Et enfin, on a terminé avec les formats binaires. On a vu qu'il y avait des formats qui n'étaient pas précompressés, comme Wasm ou autres, mais que pour certains formats qui sont déjà compressés, ça ne sert à rien de recompresser. Donc retenez bien, s'il vous plaît, ne compressez pas mes petits chats. Merci beaucoup. On sera dispo dans les couloirs et au stand de Clever ou autre. Si vous avez la moindre question, on est bien évidemment passionné par ce sujet. Merci.